Bonjour à tous. Angélique Brochet, je suis chargée de mission FEDER au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Et avec Johan Paulet, chargé de mission FEDER à Clermont-Ferrand, nous allons vous apporter aujourd'hui des informations concernant l'appel à projet Action collective à destination des PME. Nous sommes ensemble dans le cadre de ce webinaire pour 1 heure. Dans un premier temps, nous vous présenterons l'appel à projet. Vous pouvez, durant cette présentation, poser des questions écrites dans la partie chat à droite de votre écran et notre équipe de modérateurs est disponible pour vous répondre. Je précise que nous ne répondrons pas aux questions qui portent sur l'éligibilité d'un projet en particulier. Dans un second temps, suite à cette présentation, nous vous proposons un temps d'échange au cours duquel vous pourrez intervenir oralement. Je vous indique que le replay de ce webinaire sera disponible sur notre site internet l'Europe en Auvergne-Rhône-Alpes.eu. Vous avez également la possibilité de poser vos questions via la foire aux questions qui est ouverte depuis le 16 janvier. L'appel à projet Action collective à destination des PME s'est vu accorder une enveloppe de 7 700 000 € de subventions FEDER. Il s'agit d'un appel à projet qui s'insère dans le programme FEDER 2021-2027 Auvergne-Rhône-Alpes et qui correspond au type d'action 1131, développer les actions collectives à destination des PME. C'est une action présentée uniquement sous la forme d'un appel à projet et la soumission des projets est à effectuer via la plateforme e-Synergie en un seul dépôt et cela jusqu'au 17 février à midi. Dans ma présentation, je détaillerai les objectifs et les enjeux de l'appel à projet, ainsi que les délais et les dates à respecter. Puis Johan Paulet interviendra quant à lui concernant les règles de l'appel à projet et du FEDER, puis nous terminerons par un temps d'échange questions-réponses. L'appel à projet vise des actions collectives au profit des TPE et des PME d'Auvergne-Rhône-Alpes qui démarreront en 2023. Les projets présentés devront consister en des actions destinées à des groupes d'entreprises correspondant à des programmes thématiques d'information, de sensibilisation, de formation et de mise en réseau, contenant un volet collectif et un volet d'accompagnement individualisé. Les documents de l'appel à projet sont le cahier des charges, la liste des pièces à transmettre, ainsi que le détail des dépenses de personnel. Ces documents sont accessibles sur la page de notre appel à projet, Action collective à destination des PME, sur notre site internet. Nous distinguons deux types de bénéficiaires de cet appel à projet, à savoir les bénéficiaires de l'opération, qui sont les structures porteuses en charge du programme d'action collective et qui bénéficient de l'aide FEDER. Le soutien FEDER sera fourni aux structures présentant une candidature à l'appel à projet, après une sélection ouverte et transparente. Plusieurs lauréats seront sélectionnés à l'issue de cet appel à projet. Les bénéficiaires finaux de l'opération, quant à eux, sont les entreprises qui participeront à vos actions et qui bénéficieront ainsi des actions collectives. Ces dernières ne recevront pas de crédit FEDER. Cependant, le soutien FEDER devra être intégralement répercuté au profit des entreprises. Ce soutien FEDER est rendu possible par le règlement de minimis qui s'applique uniquement aux bénéficiaires finaux. En effet, à la fin de votre action, vous serez amené à vérifier l'application de cette réglementation pour les entreprises que vous accompagnez en fournissant les déclarations de minimis et les courriers de notification des montants d'aides perçus par chaque entreprise. Ceci dit, les bénéficiaires éligibles à l'appel à projet sont les chambres consulaires, les associations, les agences publiques, les organismes locaux de tourisme et les PME. Donc cette liste est la même quelle que soit la thématique et la sous-thématique. Cet appel à projet est composé de 2 thématiques, chacune comportant 2 sous-thématiques. La première thématique concerne le renforcement de la compétitivité et de l'innovation, avec pour sous-thématique les actions à destination des TPE artisanales. Ici, les bénéficiaires finaux éligibles sont les entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, ayant une activité figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État et immatriculée au répertoire des métiers. Les parcours d'accompagnement sont centrés sur l'innovation, le développement commercial, les ressources humaines, le recrutement,
La gestion finance, le démarrage à l'export, la mission collective à l'export et la réduction ou l'optimisation des consommations de flux d'énergie. La deuxième sous-thématique concerne les actions à destination des PME, dont les startups. Elles ont pour bénéficiaires finaux les PME, donc ici les entreprises de moins de 250 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Les parcours d'accompagnement devront s'inscrire au moins dans l'un des deux grands enjeux suivants, à savoir accélérer et booster la croissance des startups et des PME. Il s'agit ici d'aborder la stratégie de croissance, le développement à l'international ou encore les capacités d'innovation. Le deuxième enjeu concerne l'amélioration de la performance opérationnelle des entreprises à travers la performance commerciale, l'organisation de l'entreprise ou encore le pilotage financier. La deuxième thématique concerne la diminution de l'empreinte carbone. La première sous-thématique est celle de l'accompagnement de la montée en compétences, la mobilisation et de la qualification des professionnels du bâtiment autour des enjeux de construction et de rénovation durable. Les bénéficiaires finaux éligibles sont les PME des secteurs du bâtiment, de la rénovation et de l'aménagement, avec pour activité la construction et la rénovation durable. Les objectifs sont ici de permettre l'amélioration des performances environnementales, de préparer les professionnels du bâtiment au marché de demain, de favoriser la structuration du réseau professionnel en lien avec les dynamiques territoriales ou encore la mise en valeur des savoir-faire du territoire. La deuxième sous-thématique concerne l'engagement des entreprises dans l'intégration de l'économie circulaire dans les stratégies de développement. Les bénéficiaires finaux éligibles sont toutes les PME d'Auvergne-Rhône-Alpes produisant des biens et des services, ayant pour objectif de réduire la consommation de matières premières, de développer l'utilisation des ressources durables, d'encourager les entreprises à intégrer les notions d'éco-conception, d'économie de la fonctionnalité et d'écologie industrielle. Je vais vous rappeler les délais et les dates à respecter, c'est-à-dire que le dépôt des candidatures s'effectue sur la plateforme e-Synergie du 16 janvier à midi jusqu'au 17 février à midi. Afin de pouvoir se projeter, le calendrier est détaillé sur la flèche. Cet appel à projet est ouvert depuis le 16 janvier à midi. Aujourd'hui se tient notre webinaire, le 26 janvier. Le 8 février, l'adresse email de la FAQ ne sera plus active. L'appel à projet sera clôturé en date du 17 février à midi. Et l'annonce des résultats est prévue au second semestre 2023. Pour poser vos questions, contactez-nous par mail à l'adresse aapfeder@auvergne-rhône-alpes.fr. Je vous rappelle que l'accès à la foire aux questions a commencé le 16 janvier 2023 sur la page web de l'appel à projet, que les questions y sont anonymisées, que les réponses à toutes les questions des candidats sont rendues publiques. J'ajoute que cette liste de questions-réponses sera actualisée chaque semaine jusqu'au 8 février. Il est toutefois important de noter que l'autorité de gestion ne répondra pas aux questions qui portent sur l'éligibilité d'un projet en particulier. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et nous allons aborder désormais les règles de cet appel à projet avec Johan Paulet. Johan, je t'en prie. Merci Angélique, bonjour à tous. Dans cette troisième partie, je vais vous rappeler les règles de l'appel à projet, et notamment dans un premier temps les critères d'éligibilité. Au niveau des conditions d'éligibilité, le projet doit être de portée régionale, il doit être pluriannuel, conforme aux actions éligibles, et porté par un bénéficiaire éligible qu'Angélique vous a listé auparavant. Je rappelle que le projet doit justifier des dépenses éligibles permettant une subvention FEDER minimum de 150 000 € à l'issue de l'instruction. Au niveau des critères de sélection, donc seuls les dossiers éligibles, complets et reçus dans les délais seront évalués. Nous avons mis en place 3 critères. Un critère sur 10 points qui correspond au contenu des actions du projet au regard des thématiques d'intervention de l'appel à projet. Un critère sur 7 points qui est la capacité administrative et financière à réaliser le projet. Et le dernier indicateur, le dernier critère de sélection sur 3 points, est une contribution aux indicateurs de réalisation et de résultats.
Au niveau des dépenses, les dépenses éligibles sont sous la liste exhaustive suivante. Les dépenses de personnel, donc le temps homme à partir de la mise en œuvre opérationnelle de l'action. Les prestations externes de services, qui peuvent être la formation, la communication, la location, le conseil et autres, ainsi que tout autre type de dépenses pouvant être prises en compte dans le cadre d'une option de coût simplifié, autorisée par le cahier des charges du présent appel à projet. On y reviendra un peu ultérieurement au niveau de ces options de coût simplifié. Au niveau des dépenses non éligibles, nous avons fait une liste non exhaustive, donc on retrouve notamment les dépenses de personnel qui sont liées au montage et à la préparation de l'action collective, qui a trait à la rémunération des stagiaires et des apprentis, les frais de bouche, les frais de déplacement et d'hébergement qui sont liés aux dépenses directes de personnel, la TVA, l'achat d'équipements et de petits matériels, ainsi que la contribution en nature. Au niveau des recours aux options de coût simplifié. Donc le choix des options de coût simplifié seront mis en place par le service instructeur lors de l'instruction des projets. Nous avons un OCS pour calculer les dépenses directes autres que les frais de personnel. Il s'agit d'un taux forfaitaire de 40% appliqué aux dépenses directes de personnel éligibles retenues, afin de couvrir tous les coûts éligibles restants d'une opération. Pour calculer les dépenses indirectes de l'opération, nous avons deux taux forfaitaires. Un taux forfaitaire de 15% qui est appliqué aux dépenses directes de personnel éligibles retenues, afin de couvrir les dépenses indirectes de l'opération. Et un nouveau taux forfaitaire de 7% qui est appliqué à tous les coûts directs éligibles, afin de couvrir les coûts indirects de l'opération. Pour calculer les dépenses de personnel, nous avons le taux forfaitaire de 20% qui est appliqué aux coûts directs autres que les frais de personnel directs de l'opération, afin de couvrir les frais de personnel directs de l'opération, sauf s'il y a des marchés publics. Et une nouveauté sur ce programme 2021-2027, nous avons en place un coût unitaire pour les dépenses de personnel qui est de 32,82 € de l'heure travaillée sur une base INSEE de 1561 heures. Lors de l'instruction et du dépôt de vos dossiers sous e-Synergie, il faut que vous preniez en compte ce coût horaire de 32,82 € pour les personnes. Au niveau des ressources. Donc un rappel, pour être éligible, un projet doit justifier de dépenses éligibles impliquant une subvention FEDER minimum de 150 000 € à l'issue de l'instruction du dossier. L'aide FEDER pourra être complétée par des cofinancements publics ou privés dans le respect du taux maximum d'aide publique de 70% des dépenses éligibles. Dans l'hypothèse d'une participation financière des entreprises bénéficiaires finales, celle-ci sera intégrée dans l'autofinancement du bénéficiaire de la subvention FEDER. Au niveau de l'examen et de l'instruction des candidatures, seront considérés comme non recevables les dossiers déposés hors délai, les dossiers incomplets ou insuffisamment lisibles et ou compréhensibles. De plus, seront considérés comme inéligibles les dossiers ne répondant pas aux critères d'éligibilité. Au niveau de l'instruction des candidatures, donc suite au dépôt de vos dossiers sous e-Synergie, seuls les projets recevables et éligibles seront instruits. Ils feront l'objet de l'envoi d'un accusé réception de recevabilité. Votre projet sera ensuite présenté au comité de programmation Interfonds, qui rend un avis, et c'est le président de l'autorité de gestion qui rendra la décision de programmation. Tous les dossiers auront une notification de décision, qu'elle soit favorable ou de rejet. Et seuls les projets avec les porteurs retenus feront l'objet d'un conventionnement. Quelques rappels divers. Pour information, les candidats lauréats devront répondre à certaines obligations liées à l'application de la réglementation européenne et nationale, notamment en termes de publicité de l'aide européenne, avec la mise à disposition d'un kit de communication sur notre site internet, une obligation au niveau du calendrier de réalisation, avec une capacité à démarrer l'opération dans l'année de signature de la convention, et de s'assurer de la fin de réalisation dans le délai contractualisé, en particulier en termes d'acquittement des dépenses. Il y aura le respect des règles relatives au conflit d'intérêts et le respect des règles de la commande publique, le cas échéant. Afin de garantir l'équitable traitement des candidats et répondre aux questions des porteurs de projets, il est rappelé qu'une foire aux questions sera mise à jour de manière hebdomadaire sur le portail
l'Europe s'engage en région Auvergne-Rhône-Alpes. Aucun contact n'aura lieu entre l'autorité de gestion et les porteurs de projets, entre le dépôt des réponses à l'appel à projet et la sélection des projets, en dehors de problématiques de saisie dans e-synergie ou de pièces manquantes permettant la sélection et l'instruction du dossier. Merci pour votre écoute. Nous allons maintenant passer au temps de questions-réponses qui sera animé par Julien Mourgue et Marie Lefebvre. Oui, alors merci pour ces présentations. Merci à Johan et Angélique. Donc je suis Marie Lefebvre, chargée de mission FEDER sur l'action collective, et on va répondre à vos questions accompagnée de mon collègue Julien Mourgue, également chargé de mission sur cette thématique. Alors, pour vous expliquer le process, on ne répond pas, on va pas pouvoir répondre par rapport à l'éligibilité d'un projet, donc à faire des réponses précises sur la qualité ou l'éligibilité d'un projet. Et on vous invite à lever la main sur la droite. Donc, vous avez un petit encart lever la main. Et puis, je pourrai comme ça ouvrir votre micro et vous pourrez vous exprimer et poser votre question à l'oral. Alors. Je ne vois pas de main levée pour le moment. On va peut-être revenir sur... Il y en a une qui vient de se lever, je crois. Ah, alors attends. Effectivement, oui. Plutôt vers le bas pour moi. Ah oui, ça y est. Alors, monsieur Brocher, je vais ouvrir votre micro et je vous invite à aussi ouvrir votre micro de votre côté. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, on vous entend. Merci. Je voulais poser une question. Si je comprends bien, les taux forfaitaires qui s'appliquent au-dessus du coût unitaire par heure des collaborateurs s'appliquent en fonction de la structure budgétaire de l'opération, s'il y a beaucoup de dépenses internes ou une part de dépenses externes. Si jamais on en vient à déposer plusieurs actions qui n'ont pas les mêmes équations financières, est-ce que cela veut dire qu'il vaut mieux déposer plusieurs dossiers ou au final, tous les dossiers d'une seule structure seront résumés à un seul dossier? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, pour le coup, là où on vous conseille de déposer plusieurs dossiers, c'est en cas de dossiers qui émargent à différentes sous-thématiques. Donc un dossier compétitivité, un dossier environnement, par exemple. Par contre, par rapport au plan de financement, c'est effectivement nous, l'autorité de gestion, à réception de votre candidature, qui allons appliquer cet OCS, donc le taux forfaitaire, le plus opportun en fait par rapport à l'équilibre effectivement de votre dossier entre prestations, dépenses de personnel. Et la seule OCS, donc option de coût simplifié, qu'on vous demande vous par contre de déposer lors de votre candidature, c'est ce montant de dépenses de personnel calculé avec le coût de 32,82. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je suis pas complètement sûr, mais j'ai peut-être mal posé ma question. Je la reformule au regard de ce que vous m'avez répondu. Oui. Si on a une action où on mobilise essentiellement des équipes internes, oui, et par ailleurs une autre action qui peut être dans le même volet ou pas, qui elle va mobiliser plutôt des ressources externes, dans ces cas-là, nous faut-il déposer deux dossiers de façon à ce que les deux équations soient analysées séparément, du coup avec des taux différents? Ou est-ce que tout ça, in fine, sera analysé par vous comme un seul et même dossier, avec une seule et même équation? Alors en fait, le fonctionnement, c'est vous répondez à cet appel à projet et vous avez un programme d'action collective qui émarge à une thématique. Ensuite, vous avez différents postes de dépenses. Donc on a un seul plan de financement en fait qui va être analysé comme un seul plan de financement qui est subdivisé en plusieurs lignes de dépenses. Donc, dans ce plan de financement, vous allez avoir une ligne de dépenses de personnel. Alors, effectivement, peut-être que dans une sous-action de votre programme global, il y aura plus de prestations ou alors plus de temps hommes qui seront mobilisés sur l'un et sur l'autre. Par contre, nous, vu que c'est analysé au regard d'un seul plan de financement pour un programme d'action, un dépôt, on peut pas scinder, si vous voulez, mettre un taux d'un côté et en appliquer un autre de l'autre, en fait.
nous, en fait, on analyse votre plan de financement, l'équilibre que vous nous présentez, et ensuite, c'est par le biais de cet équilibre qu'on applique un taux ou l'autre le plus opportun, en fait, pour votre dossier. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, oui, tout à fait. Je vous Voilà, remercie. donc s'il y a plus de dépenses de personnel, on va appliquer potentiellement le taux de 40% et à contrario, plus de prestats, ça va être, on va conserver les prestats en brut comme ça dans le plan de financement et appliquer un taux de 15%. Entendu. Merci. Voilà, merci à vous. Ouais, dans les cas où il y a plusieurs dépôts de dossiers, il vaut mieux réfléchir en termes de thématiques des dossiers. Vaut mieux ne pas, vous de votre côté, anticiper si il y aura des OCS ou pas, mis à part le 3282 pour des histoires de présentation. Mais voilà, l'idée c'est un dossier par sous-thématique. Je vais prendre du coup une deuxième question. Hop. Madame Chanterelle, je vous invite à ouvrir votre micro également, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Alors, attendez. J'enlève mon téléphone parce que je vous entendais pas sur l'ordinateur. Moi, j'avais une question par rapport au mixte action collective, action individuelle. Est-ce qu'on peut être plus ouvert sur les actions collectives et avoir un programme plus restreint, enfin accompagner un nombre plus restreint d'entreprises sur des actions individuelles et être très ouvert sur les actions collectives où c'est obligatoirement les mêmes entreprises qui sont bénéficiaires des actions collectives et individuelles? Alors, quand vous développez votre offre de service, effectivement, il doit y avoir de toute manière obligatoirement un volet collectif et un volet individuel. À savoir que pour le volet collectif, en termes de définition d'un volet collectif, on va s'arrêter, on doit bien intégrer au volet collectif tout ce qui va s'agir de formation, d'accompagnement à proprement parler. On va s'arrêter au niveau informatif, c'est-à-dire on ne va pas considérer que une newsletter est un volet collectif. Après, il est plutôt attendu effectivement qu'on propose aux mêmes entreprises d'avoir un accompagnement qui est varié, c'est-à-dire d'émarger à la fois et à un accompagnement individuel, et puis de participer à des temps collectifs. Après, c'est effectivement à réception des dossiers qu'on va pouvoir analyser plus précisément l'offre de service que vous déployez. Non, mais que toutes les entreprises qui sont bénéficiaires de l'action individuelle participent au collectif, c'était prévu, mais est-ce qu'on peut ouvrir les temps collectifs à d'autres entreprises pour pouvoir les mettre en réseau, avoir du partage d'expérience, par exemple, avec d'autres entreprises plus matures ou des choses comme ça, quoi. Je pense effectivement, on peut imaginer qu'il y ait une sous-action du programme que vous proposez qui soit potentiellement ouverte à des entreprises qui n'auraient pas eu d'accompagnement individuel. Après, on pense que dans l'équilibre d'un dossier d'action collective, ça doit rester à la marge, mais ça peut éventuellement, oui, faire partie de votre offre de service. D'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, moi, je vais prendre peut-être les questions. On a deux mains levées. Normalement, c'est Alain Brasseur qui a levé en premier. Il faut activer le micro. Normalement, Monsieur Brasseur, de votre côté, c'est bon. Vous devriez pouvoir communiquer avec nous. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. J'ai cru comprendre que le taux de financement maximum du FEDER était variable selon que l'on réponde strictement en territoire Auvergne-Rhône-Alpes et pour une globalité Auvergne-Rhône-Alpes, et que dans le cas d'une territoire Auvergne-Rhône-Alpes, on était sur un maximum de 43% sur l'ensemble des programmes FEDER. Est-ce à dire que sur ce programme spécifique, en aucun cas, le taux de financement FEDER ne pourra être supérieur à 43%? Alors, ces pourcentages ne concernent pas vraiment l'appel à projet. Sur l'appel à projet, en fait, on veut que des opérations qui sont de portée régionale. Donc, il n'y a pas ces histoires de taux qui sont faites des taux moyens plus que des taux maximum. Et là, il faut juste retenir que 70%, c'est le taux maximal si vous n'avez vraiment pas d'autres cofinanceurs publics, par exemple. Et on ne pourra pas aller plus loin. Donc, Voilà. Oui.
Dans le dossier, on peut donc nous-mêmes solliciter un taux de financement cible qui sera ou non accepté. Alors, Il faut que vous respectiez ce taux maximum d'aide publique de 70% si vous avez des aides publiques autres que le FEDER. Sinon, lors de votre dépôt du dossier, vous pouvez très bien afficher 70% de cofinancement FEDER. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. il y avait une autre main levée, je pense. Stéphane Malka. Hop, activer le. Est-ce qu'on est bon? Normalement, c'est bon de votre côté. Vous avez ouvert le micro. On devrait pouvoir vous entendre. Ok, merci. Je voulais savoir si, pour cet appel à projet, il y avait une possibilité de cofinancement avec des PIA de la région. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir en même temps un financement FEDER sur cet appel à projet et sur une thématique équivalente ou complémentaire, un complément de subvention au titre d'un PIA de la région, par exemple? Alors, c'est une bonne question. Je serais tenté de vous répondre que oui, à condition qu'il n'y ait pas de crédit européen directement ou indirectement dans cette enveloppe de cofinanceurs. Il faudrait voir s'il n'y a pas de crédit européen, parce que sinon on est dans le cas d'un double financement et donc ce ne serait pas éligible. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui empêche ça. Si on est sur des assiettes de coûts différentes, dans ce cas, on sera sur une proratisation. Mais normalement, oui, sauf exception, hein, ce devrait être possible. Ok, merci, très bien. Et si je peux me permettre, toujours dans la limite des 70% de dépenses publiques maximales. Oui, oui. C'est très clair. Merci. Je vais prendre la suite des questions. Alors, Madame Dufour, si vous ouvrez votre micro, normalement, on vous entend. Oui, normalement, vous m'entendez. Mais j'avais une question vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Que j'ai déjà posée dans le chat et la FAQ, donc j'ai eu en partie la réponse. Ok, bon, à chaque fois, non mais je crois que j'ai la réponse. Que vous dites à chaque fois que la durée recommandée est de 3 ans, sauf que l'appel à projet consommera l'ensemble des fonds disponibles sur l'appel à projet, enfin sur la nouvelle programmation FEDER qui va jusqu'à 2027. Du coup, si on fait des dossiers que sur 3 ans, donc il y aura quand même un trou sur le financement des structures d'ici fin 2027. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas encore de visibilité sur d'éventuelles réattributions de crédits sur cette thématique. Là, pour l'instant, on a mis effectivement toute l'enveloppe qui est allouée aux actions collectives sur cet appel à projet. Ok. Mais Voilà. donc c'est bien recommandé, parce que recommander, c'est voilà, vous recommandez des programmes sur 3 années. Ouais, c'est vrai que dans notre cahier des charges, il est précisé que c'est pluriannuel, donc ça c'est vraiment un élément qui est un critère d'éligibilité. Ensuite, sur la durée maximale, voilà, c'est ce qu'on peut vous indiquer. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre la question suivante de Monsieur Terrassier. Normalement, si vous ouvrez votre micro, on va vous entendre. Merci. Qu'est-ce que vous entendez par prise en charge du temps homme à partir de la mise en œuvre opérationnelle de l'action? C'est-à-dire, vous avez bien précisé un certain nombre d'éléments qui ne sont pas pris en amont, mais qu'est-ce qui peut être pris en aval? Alors, tel que nous avons rédigé notre cahier des charges, ce que nous entendons par cette contrainte, c'est que ne sera pris en charge le temps homme qu'à partir de la mise en œuvre effective. C'est-à-dire qu'on veut exclure en quelque sorte le temps de préparation, le temps de montage de l'opération, qui aurait pu potentiellement être fait dans votre structure par du personnel interne. D'accord, Voilà. le temps de conception, le temps d'ingénierie, vous ne prenez pas en compte? D'accord. Non. Ok. Et les autres éléments peuvent être pris en compte dans Oui. une prestation? Oui. Ok.
Voilà. Après, nous avons bien précisé dans la foire aux questions que la date de début d'éligibilité des dépenses était fixée au 7 janvier 2023. Également. D'accord, c'est un autre élément d'information, mais c'est intéressant aussi. Ok. Pour des projets qui démarreront en 2023. Ok. Merci. Alors, je vais prendre la question de Madame Béatrice Gontard, pardon. Voilà. Normalement, ça devrait Bonjour. être bon. Bonjour, vous devez m'entendre, je pense. Moi, j'avais une petite question sur les cibles. Les TPE hors artisanal et hors start-up sont-elles couvertes par cette AAP? Ouais, c'est une question que j'ai vue passer dans le chat, effectivement. Je serais tenté de dire que non. On a aussi ce critère de liste de secteurs d'entreprise fixé par décret. On répondra à cette question dans la FAQ de toute façon. Mais je serais d'avis de vous dire que non, c'est uniquement les TPE artisanales. Ok, merci. Alors, Stéphane Malka. Micro, ça devrait être bon. Oui, du coup, j'ai une nouvelle question. Pour cet appel à projet, s'agit-il de nouveaux projets, c'est-à-dire qui partent from scratch, c'est-à-dire qui n'existaient pas auparavant, ou est-ce que ça peut s'inscrire, ou est-ce que le projet présenté dans le cadre de l'appel à projet peut être une action déjà en route et qui demanderait le support et le soutien financier dans le cadre de cet appel à projet? Alors, on vise les projets qui démarreront en 2023. Si vous avez des projets ou avec des dépenses en 2022, clairement, on est hors période d'éligibilité pour cet appel à projet. Donc, oui, ce serait plutôt des projets from scratch, comme vous dites. Ok, donc des nouveaux projets. S'il y a un projet qui est actuellement financé dans le cadre des fonds FEDER et qui se termine courant 2023 et qu'on poursuit après, mais pendant 2023, c'est considéré comme nouveau projet ou pas? On vous apportera la réponse dans la foire aux questions sur cette présentation de nouveaux projets. De notre côté, on avait plus la question calendrier au niveau des années, donc un début en 2023. Pour une répétition d'un projet ou d'une opération qui a déjà été mise en place au préalable, on vous répondra dans la foire aux questions. Ok, parfait. Merci. Ce qu'on souhaiterait éviter, c'est bien évidemment le double financement, c'est-à-dire le même projet qui aurait reçu des crédits 14-20 et des crédits 20-27. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Alors, je pense qu'on a fait le tour. Concernant, on pourrait peut-être revenir sur des questions du chat ou de la FAQ. Pour la FAQ, on a surtout eu des questions autour du plan de financement sur notamment les plafonds maximum 70%. Donc là, en l'occurrence, on y a répondu. On n'ira pas au-delà de 70%. Dans le cas où il n'y a pas d'autres cofinanceurs publics. On avait d'autres questions concernant sinon le plan de financement et la présentation du plan de financement, où on insiste encore sur la nécessité de présenter ça sous la forme de SCU de 3282 avec des ETP de 1561 heures par an, tout poste confondu. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Il y en a qui viennent se lever. D'accord, ok. Je vais prendre je vais prendre la question. Alors, monsieur Cher, votre micro est ouvert. Oui. Oui. Merci. Je voulais prolonger une question qui a été posée un peu plus tôt. Pour être sûr d'avoir bien compris, donc toutes les actions évidemment comporteront un volet
collectif et un volet individuel. Est-ce qu'il est obligatoire que les entreprises qui bénéficient de l'individuel aient participé à une dimension collective ou est-ce que le fait de leur avoir proposé suffit? Je pense que vous ne pouvez pas forcer une entreprise à aller au-delà d'une offre de service à laquelle elle ne voudrait pas participer. Après, c'est vrai que là, on se rapproche un petit peu de questions voilà, très précises sur un projet d'offre de service. On sait qu'il peut y avoir différentes offres de service qui sont développées par des porteurs d'actions collectives. Donc, c'est un petit peu difficile de vous poser, enfin, de vous répondre sur cet élément. Par contre, c'est vrai que dans l'esprit des actions collectives, il est entendu que les entreprises doivent participer. Il est préférable que les entreprises participent à un volet d'accompagnement individuel, puis un volet d'accompagnement collectif, parce qu'en fait, ce sont différents niveaux d'accompagnement qui sont proposés, qui sont généralement constitués d'un bilan préalable, puis ensuite d'ateliers, puis d'invitations à justement des événements de mise en réseau, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est comme ça c'est la correspondance avec une action collective dont on parle. Après, j'imagine que différents cas particuliers peuvent avoir lieu en cours de vie d'un dossier et puis voilà, on analysera vraiment plus précisément ces questions-là lors de la réception de vos candidatures. Donc voilà, pensez à bien développer l'offre de service que vous présentez dans vos dossiers de candidature. Entendu. Merci. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions, des mains levées. Peut-être Qui qu'on... vient de se lever de Monsieur Ah. Vincent Lefebvre. Ah oui, je vais prendre la question. Vous pouvez parler, Monsieur Lefebvre, si vous ouvrez votre micro. Il faudrait ouvrir votre micro, on ne vous entend pas. Ah, ça y est. C'est bon. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur les TPE et les PME. Au début de votre présentation, il y a écrit que cette subvention peut convenir aux TPE, PME qui souhaitent améliorer leur commercialisation ou leur internationalisation. Et j'ai l'impression en fait que maintenant il y a une dimension aussi sociale, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise ait une dimension d'aide à la société ou en tout cas qui ait cette thématique dans ses actions. J'ai pas bien compris. Au tout début, il y avait une slide qui montrait ça, mais elle est passée très vite et j'ai pas bien compris ça. Est-ce que cette subvention peut être juste sur une aide aux entreprises ou est-ce qu'il y a vraiment l'action de l'entreprise qui compte? Alors, je suis pas sûre de comprendre totalement la question. En tout cas, sur le fond, on a 4 sous-thématiques. Donc, il y a une thématique qui est liée aux entreprises artisanales, une autre qui est liée à la compétitivité au sens plus large, et là, dans laquelle on développe en fait que votre action collective, elle peut parler de la stratégie de croissance, du développement à l'international, des capacités d'innovation, à titre d'exemple. Et ensuite, il y a les 2 autres sous-thématiques qui sont liées, celle-ci, à l'environnement. Donc, on va avoir une plus axée sur le bâtiment durable, la construction, et une autre plus sur l'économie circulaire. Donc là, c'est quand on parle du fond de vos actions collectives, de vos cibles d'entreprises TPE, PME accompagnées. Donc, est-ce que ma réponse est en lien avec votre question? D'accord, non, une entreprise Ouais. simplement qui a une innovation et qui veut l'exporter, disons, Oui. c'est suffisant comme critère d'éligibilité. Alors, en fait, c'est vous, porteur d'action collective, qui allez recruter les entreprises que vous souhaitez accompagner en faisant de la communication dans vos programmes d'action collective. Et Moi, du coup, si je c'est à suis, vous, pardon, c'est à excusez-moi, vous de développer une offre de service qui développe différents aspects en fait d'accompagnement des entreprises. et si je suis une entreprise Si vous êtes une entreprise qui va développer une action collective, qui innove, qui porte une innovation. alors là, on est vraiment dans le cadre d'un webinaire qui s'adresse à des porteurs d'action collective, c'est-à-dire des porteurs de projets. On fait pas d'aide directe aux PME, hein, de porteurs de projets qui vont développer ensuite des actions de collective à destination des TPE PME. Donc ça veut dire que vous mettez en place un programme d'action et d'accompagnement. Vous devez avoir et accompagner
un certain nombre de TPE, PME du territoire sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes en leur fournissant des accompagnements individuels et collectifs sur une thématique donnée. Les Le quatre FEDER, que j'ai cités. le FEDER n'aide pas directement des Non, TPE, PME. non. Là, l'aide, elle est vraiment à destination des porteurs d'actions collectives. Donc, qui déploient des accompagnements pour faire monter en compétence des structures TPE, PME de la région sur des sujets donnés. Donc, les 4 Donc, thématiques que je vous ai décrites. Voilà, on n'est pas du Mais, tout sur de l'accompagnement individuel des entreprises. mais excusez-moi, je suis un peu long, mais du coup, enfin, moi en tant que PME, il faut que je me Oui. rapproche d'un porteur d'action collective, mais qui sont ces porteurs d'action collective? Alors, il y a différents types de porteurs d'actions collectives. Voilà, on a des consulaires, des associations, euh, des, des pôles. Donc, il faut, c'est vrai que faut aller sur des sites, des différents porteurs que je viens de citer. Et voilà, j'espère que vous pourrez du coup voir passer de la communication en lien avec ces actions qui pourraient vous D'accord. intéresser. Mais d'accord, quand on va sur le site de la Europe en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas clair que les PME ne peuvent pas bénéficier du FEDER, hein. Alors, les Alors PME après, sur tout cette, dépend. sur cette Tout dépend des stratégie, tout dépend voilà. des thématiques, mais c'est pas le cadre de ce webinaire. Donc si vous avez un projet vraiment ciblé, n'hésitez pas sur le site de l'Europe en région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre contact et d'envoyer un mail sur l'adresse qui est disponible pour contacter les services FEDER au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On essaiera de Mais répondre à vos questions c'est, par semaine, mais c'est, ce n'est pas l'objet oui. de cet appel à projet. Mais en fait, c'est exactement ce que j'ai fait et on m'a dit de m'inscrire à ce webinaire. Ah, Et ben, on ça reprendra marche. contact avec vous ultérieurement, monsieur Lefebvre. Très bien, Merci. merci. Alors, je vais enchaîner, je vais prendre la main. Par Béatrice, vous devriez pouvoir nous parler. Oui, une question, en fait, deux questions sous un même chapeau. Dans le cas de portage d'un dossier par un chef de file avec des partenaires, enfin avec des, voilà, donc chef de réseau par exemple, le dépôt des pièces, enfin des pièces que vous demandez administratives, est-il demandé une seule fois pour le chef de file ou l'ensemble des partenaires doit-il aussi déposer ces pièces? Ça, c'était ma première question, puis je pose la deuxième, comme ça vous répondrez dans la foulée. Et du coup, je voulais vous poser aussi une question sur la prise en charge éventuelle de cette coordination. Est-ce qu'elle est éligible ou pas aux dépenses? Alors, concernant le dépôt des pièces déjà, il y aura un seul dépôt qui est votre candidature à l'appel à projet. Du coup, Concernant... les pièces des partenaires ne sont pas nécessaires. En fait, il n'y a pas d'opération Non, collaborative non. sur cette programmation. C'est pas possible de monter une opération en collaborative en fait avec un chef de file et des partenaires pour émarger à cette nouvelle programmation. Elles sont pas éligibles sur la programmation 21-27. D'accord. Et dans le cadre d'un réseau, avec une tête de réseau et ses adhérents, là, on n'est pas sur du partenariat. En fait, nous, on doit vraiment retrouver un seul porteur qui supporte toutes les dépenses. D'accord. Très Voilà. bien. Après, en interne, c'est pas du tout de notre ressort, mais nous, c'est vraiment, il n'y a plus d'opération collaborative. C'était une possibilité. Effectivement, sur la dernière programmation, ça ne l'est pas sur celle-ci. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, les dépenses, ouais, donc du coup, ça annule ma deuxième question, effectivement. Et on va enchaîner avec la question de Monsieur Terrassier. Vas-y, vous avez la parole. Oui, je reviens sur deux réponses similaires que vous avez faites en indiquant que sur le taux d'intervention FEDER, vous avez précisé qu'il n'ira pas au-delà de 70%. Alors j'essaie de repréciser votre réponse ou de la reformuler. Si on n'a pas d'autres cofinancements publics, est-ce que le taux d'intervention FEDER sera de 70%? Alors, en fait, on instruira votre projet, votre candidature, et on déterminera ça.
sachant que s'il y a un reste à charge demandé aux entreprises qui sont bénéficiaires finales, ça mènera à accroître votre autofinancement, de même si vous avez des cofinanceurs privés. Donc, même en l'absence de cofinanceurs, ce n'est pas garanti qu'on aille jusqu'à 70%. Rien ne nous contraint même à aller jusqu'à 70%. On fait vraiment on fait du cas par cas à l'instruction. En fait. Il y a un simulateur qui nous permettrait d'avoir une idée du point d'atterrissage. Alors actuellement, là, on est vraiment sur du dossier cas par cas. Après, nous, on peut aller sur un maximum de financement public de 70%. Et donc le FEDER est dans ce financement public. Après, c'est vous, selon votre plan de financement, de voir comment les choses s'équilibrent. Okay. On a répondu à votre question ou pas totalement? Non, je reste face à un mystère, parce que dans le plan de financement sur lequel on peut se projeter, il n'y a pas d'autres cofinanceurs publics. Voilà. Et ben vous pouvez très bien proposer et présenter un taux maximum de FEDER de 70% qui correspondra au taux maximum d'aide publique possible. D'accord. Après, nous étudierons lors de l'instruction le dossier en lui-même et au regard de ce qu'il est possible de faire. Et des crédits disponibles. J'ajouterais que c'est 70% maximum sur les dépenses éligibles déjà. Oui, bien sûr. Hein, ça voit bien sur le taux de 32, je sais pas quoi. Point taux multiplicateur. 32,82 pour les heures de personnes, et après nous on regardera également sur la mise en place d'un OCS lors de l'instruction. Mais lors du dépôt, vous pouvez très bien présenter votre plan de financement avec 70% de FEDER. On reviendra dessus, ou lors de l'instruction du dossier, on reverra ce plan de financement, selon l'OCS mis en place, selon les crédits encore disponibles. Selon les crédits disponibles. Donc ce que vous nous dites, c'est, puisqu'on est au démarrage de la programmation, c'est de projeter sur un plan pluriannuel à 5 ans pour mobiliser le maximum d'enveloppes. Alors on est sur 3 ans recommandés au niveau du plan pluriannuel, et nous, comme on vous l'a présenté dans ce PowerPoint et ce webinaire, on présente dans cet appel à projet la globalité des crédits sur cette thématique. D'accord. Très bien, merci. C'est vous. Je crois qu'il n'y a plus de main levée, de questions pour le moment. On vous informe qu'on a publié ce jour la FAQ actualisée des dernières questions. Voilà, elle est à télécharger au même endroit que le cahier des charges, que la liste des pièces et le détail des dépenses de personnel. Peut-être clôturer, Julien, avec la dernière slide. Eh bien oui, je pense que on va tout doucement se diriger vers une conclusion à ce séminaire. Donc, on va repasser sur des ultimes rappels. Tout se passe sur le lien internet et le site Auvergne Europe en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous y trouverez les documents de l'appel à projet, vous y retrouverez la FAQ auquel vous pouvez nous poser des questions jusqu'au 8 février à l'adresse aapfeder@auvergne-rhône-alpes.fr. La dernière mise à jour aura lieu le 13 février, un rythme hebdomadaire. Donc voilà, il y aura eu une évolution progressive de cette FAQ. On y rajoutera en fait les questions que vous nous avez posées dans le chat et à l'oral, et on y apportera une réponse, comme ça pour des raisons d'équité. Vous y retrouverez bien sûr le replay de ce webinaire accompagné du PowerPoint. Et pour finir, nous vous ferons parvenir un petit questionnaire de satisfaction quant à votre expérience sur ce webinaire. Voilà, nous vous remercions à nouveau de nous avoir écoutés et de nous avoir posé vos questions.